Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un exposé sur le thème du génocide des Arméniens de 1915, en ce jour d'avril 2023, à l'occasion du 108e anniversaire de ce triste événement qui a marqué à jamais l'histoire des Arméniens et de l'Arménie, mais plus généralement l'histoire de l'Europe et même du monde tout entier. Donc, euh, donc nous allons nous demander en quoi les massacres des Arméniens de 1915 s'inscrivent dans un processus génocidaire. En outre, en quoi le massacre des Arméniens est un génocide. Donc tout d'abord, nous allons voir les causes du génocide des Arméniens, donc le contexte géopolitique d'avant-guerre, d'avant-génocide, d'avant 1905, puis l'installation des jeunes Turcs au pouvoir, bien sûr. Puis nous verrons le déroulement et l'exécution du génocide, les déportations, les massacres, les moyens d'extermination. Puis, en troisième partie, nous nous intéresserons aux conséquences du génocide des Arméniens sur la vie des Arméniens et de l'Arménie, mais aussi sur l'Europe et sur le monde et son histoire plus particulièrement. Donc, avant de commencer cet exposé, je voulais vous faire part d'une citation de George Byron, qui était un arménologue. Le père du romantisme anglais a terminé sa vie au monastère des Pères Méritalistes à Venise, dans un monastère arménien. Et il avait terminé sa vie en étudiant l'arménien et l'histoire de l'Arménie. Au sujet des Arméniens, il disait: quel que soit leur destin, il est triste, quoi que l'avenir leur préserve, leur pays a toujours été le plus intéressant de tout le globe terrestre. Leur langue ne demande qu'à être apprise pour devenir de plus en plus intéressante. Si les saintes écritures disent vrai, c'est en Arménie que se situait le paradis, qui dans son histoire a payé tout aussi cher que les descendants d'Adam. C'est là-bas que l'eau a commencé à descendre après le déluge, et c'est là-bas que la colombe de la paix s'est envolée. George Byron. George Byron fait ici référence à un épisode biblique, celui de l'arche de Noé, car d'après la Bible, l'arche de Noé se serait arrêtée sur le mont Ararat, et c'est à partir du mont Ararat que le déluge a commencé à descendre. Et donc Noé est descendu en Arménie, fondé son pays d'ailleurs, enfin le pays de Haïk. Et d'ailleurs, ça va très loin puisque les Arméniens se considèrent comme étant les descendants du petit-fils de Noé, Haïk. Ça va très loin d'ailleurs que arménien en arménien se dit Haï, donc descendant de Haïk. Et donc ici sur cette image, vous pouvez voir le monastère de Khorvirab où a été enfermé pendant plus de 13 ans Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a converti l'Arménie au christianisme en l'an 301. Et donc en l'an 301, l'Arménie est devenue le premier État chrétien de l'histoire de l'humanité. Et jamais plus à partir de cette date, les Arméniens n'ont abandonné leur religion, pourtant entourée de musulmans. Et donc c'est aussi c'est pas une cause directe du génocide, mais ça explique un certain conflit, devrais-je dire, entre enfin, qui a toujours persisté dans l'Empire ottoman. Donc maintenant nous allons voir les causes du génocide des Arméniens. Donc tout d'abord, les revendications d'autonomie et d'indépendance qui étaient croissantes. Il faut savoir que la fin du 19e siècle est marquée dans toute l'Europe et dans l'Empire ottoman aussi par des revendications indépendantistes et autonomistes. C'est-à-dire que le mouvement des nations, le mouvement national, va se créer parmi tous les peuples. Donc beaucoup de peuples vont commencer à revendiquer leur indépendance. Par exemple, l'exemple le plus marquant en Europe, c'est bien sûr la réunification de l'Italie, qui va s'achever en 1970 avec la prise de Rome, donc Rome qui va devenir la capitale de l'Italie. L'Empire ottoman ne va pas être épargné par cette vague d'indépendantistes, de nationalistes, on les appelait aussi. Donc en 1963, lors du Tanzimat, le Tanzimat c'est un ensemble de réformes qui ont été faites dans l'Empire ottoman afin de l'occidentaliser en quelque sorte et aussi de répondre à une crise très profonde que traversait l'Empire ottoman, c'est-à-dire la perte de territorial. À partir du 19e siècle, l'Empire ottoman commence à perdre des territoires, et même avant. Donc en 1963, les Arméniens obtiennent une certaine autonomie et une égalité théorique devant la loi, ainsi que la création d'une Assemblée nationale et d'une constitution. Il faut savoir qu'avant 1963, par exemple, au niveau de la justice, le témoignage d'un chrétien
donc d'un Arménien, ne valait pas autant que celui d'un musulman. Donc il y avait une inégalité très profonde, ancrée dans les lois, et les Arméniens, au titre de tous les chrétiens de l'Empire, étaient considérés comme des dhimmis, c'est-à-dire en quelque sorte comme des citoyens de seconde classe. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les musulmans et ils devaient payer plus d'impôts que eux. Donc en 1870, non, en 1890, le mouvement socialiste, nationaliste et indépendantiste d'Achnaksutun est fondé à Tiflis par des intellectuels socialistes arméniens. Donc vous pouvez voir ici le logo en quelque sorte de ce mouvement. Donc c'est un mouvement nationaliste, et d'ailleurs la plupart des mouvements nationalistes à cette époque étaient de gauche, voire d'extrême gauche. Et donc ici, c'est un mouvement qui se revendique comme étant socialiste, anticommuniste par la suite à cause des bolcheviks, mais ça c'est une autre question. C'est un mouvement qui revendique clairement l'indépendance de l'Arménie. Et donc les Arméniens rêvent d'indépendance et placent beaucoup d'espoir dans les Occidentaux et les Russes, afin qu'ils leur permettent d'acquérir cette autonomie-là. Euh, oui. Donc les massacres hamidiens, en réponse à la contestation, entre 1894 et 1896, environ 300 000 Arméniens périssent dans les massacres spontanés que les autorités ottomanes n'arrêtent pas. On les a appelés les massacres hamidiens parce qu'ils se sont déroulés sous le règne du sultan Abdul Hamid, qui n'est pas le commanditaire direct de ces massacres, mais qui a largement contribué en laissant faire les chefs de tribus kurdes et turcs notamment. Ces massacres se sont généralement passés localement par des attaques locales. Mais le but premier de ces massacres était la destruction de la propriété des Arméniens. Donc ce qu'ils avaient. Parce qu'il faut savoir à cette époque-là, par exemple à Constantinople, parmi les riches marchands de Constantinople, les notables de Constantinople, plus de 20% d'entre eux étaient arméniens, contre 15% de musulmans. Et donc il y avait une certaine, non pas une jalousie, mais certaine animosité vis-à-vis des Arméniens, qui étaient considérés comme étant des profiteurs et surtout des traîtres, qui étaient prêts à s'allier avec les Russes ou les Occidentaux pour leur indépendance. Et du coup, ces massacres-là sont en fait l'avant-garde du génocide. C'est aussi un exemple qui a inspiré les jeunes Turcs pour la suite. Donc l'installation des jeunes Turcs au pouvoir est le début de la Première Guerre mondiale. Donc en 1908, les jeunes Turcs arrivent au pouvoir et ils renversent l'ancien régime. Donc ils vont pas renverser le sultan, mais ils vont considérablement réduire son pouvoir. Et donc le mouvement des jeunes Turcs d'abord est source beaucoup d'espoir, même pour les Arméniens qui étaient oppressés par les sultans. Donc beaucoup d'Arméniens vont placer beaucoup d'espoir dans les jeunes Turcs en croyant qu'ils seraient différents des anciens sultans et qui seraient plus tolérants. En 1913, dans l'Empire ottoman perd les Balkans et la Libye en 1912. Donc les pertes ottomanes s'enchaînent. En 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. C'est la triple entente entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Donc très rapidement, l'Empire ottoman commence à perdre des territoires sur le front du Caucase face aux Russes. Et les Arméniens sont tenus responsables de cette défaite et ils sont accusés de trahison. Les jeunes Turcs accusent les Arméniens de s'être alliés avec les Russes. Mais les jeunes Turcs, en dehors de la politique, ils ont une idéologie politique qui est très claire, c'est celle du panturquisme, donc celle d'une race supérieure turque qu'il faudrait rétablir en éliminant tout ce qui n'est pas purement turc. Donc c'est une race, c'est une idéologie eugénistique et purement raciste, qui va d'ailleurs beaucoup inspirer Hitler par la suite. Donc c'est une idéologie qui place les Arméniens et tout ce qui n'est pas turc, par la suite les Grecs, même les Kurdes, même les autres peuples musulmans comme étant des ennemis au rêve turc. Et c'est donc c'est dans ce contexte que va naître une haine envers les Arméniens. Donc ici, vous pouvez voir Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, qu'on appelle aussi le Hitler turc, parce que c'est lui qui a commandité en quelque sorte le génocide arménien. Il y a énormément contribué.
c'était en fait, on disait qu'il était la colonne vertébrale du génocide des Arméniens. Et à côté, vous pouvez voir Enver Pacha, celui qui était ministre de la guerre, qui a aussi énormément contribué au génocide des Arméniens. En fait, le gouvernement turc était constitué de 8 membres, un cabinet de 8 membres qui ont planifié, exécuté ce processus, ce plan génocidaire. Donc maintenant, nous allons voir le déroulement et l'exécution du génocide. Donc les premiers massacres et rafles comme début du plan génocidaire. Donc dès le début de la guerre, beaucoup d'hommes arméniens sont réquisitionnés par l'armée, ils sont envoyés au front, notamment sur le front du Caucase, mais aussi des Balkans. Donc en début avril 1915, des Arméniens de la région de Van sont exterminés par des tribus locales. Et ils se réfugient donc dans la ville de Van et ils sont assiégés. Donc ces massacres vont faire plus de 50 000 morts. Et les Arméniens des alentours du lac de Van vont se réfugier dans la ville même de Van. Et donc ils vont essayer de la tenir face aux Turcs en attendant l'arrivée des Russes. Donc le 24 avril 1915, Talat Pacha ordonne la déportation et l'extermination de plus de 600 intellectuels et notables arméniens de Constantinople. C'est donc le 24 avril 1915 que débute officiellement le génocide arménien. Parmi ces intellectuels, il y avait Komitas, qui est le père de la musique moderne arménienne, qui est un très bon compositeur, le père Komitas, qui était également prêtre, mais une pétition internationale signée par énormément de compositeurs, dont Debussy va exiger sa libération. Komitas va être libéré. Par la suite, il va s'éteindre en 1935 à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Il finira donc sa vie en étant fou en France parce que le traumatisme du génocide va le poursuivre jusqu'au bout de sa vie. Donc, vous pouvez voir ici une affiche qui était placardée par le gouvernement dans des villages d'Arménie. Donc on peut voir ici que les Arméniens sont présentés comme étant des ennemis, comme ceux qui ont provoqué la guerre, qui ont provoqué les conflits sanglants, qui ont joint la Russie, qui sont les ennemis intérieurs. Donc les Arméniens sont clairement ici des boucs émissaires qui encaissent toutes les défaites, la responsabilité de ces défaites. Donc on voit deux ordres. Donc le premier, que tous les Arméniens, à l'exception des malades, seront forcés de partir dans un délai de 5 jours à compter de la date de la présence de proclamation des villages ou quartiers et sous escorte de la gendarmerie. Donc le premier décret est celui de la déportation des Arméniens, bien qu'il soit permis d'emporter... Donc le deuxième décret est celui de la confiscation des biens. Donc ça c'est le premier décret, celui de la déportation. Donc ça c'est un autre... télégramme de Talat Pacha, la préfecture d'Alep, qui est paru quelques mois plus tard. Et donc ici, c'est un ordre d'extermination. Ce télégramme est la principale preuve indiscutable du génocide des Arméniens, puisque Talat Pacha y prône l'extermination et ordonne l'extermination de tous les Arméniens de Turquie. Sur l'ordre du Djemiyet et a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeraient à cet ordre et à cette décision ne pourraient faire partie de la forme gouvernementale. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Donc on voit ici une volonté d'extermination. D'ailleurs, Talat Pacha, dans un autre de ses ordres, dira que l'objectif de l'opération, c'est le néant, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun Arménien en Anatolie, en Turquie, dans l'Empire ottoman. Et donc c'est ainsi que la majeure partie des Arméniens seront exterminés par la suite. Donc les différents moyens d'extermination des populations civiles. Tout d'abord, vous avez la mort par la faim et l'épuisement, qui va représenter la moitié des victimes. Donc il s'agit là des déportations. Comme vous pouvez voir sur cette image, on y voit une mère qui essaie de relever sa fille qui est par terre. Une image insoutenable, donc prise pendant les longs convois de déportation. Les Arméniens vont être déportés de leur village d'origine vers les déserts syriens. Donc ça c'est le premier moyen d'extermination. Le deuxième moyen d'extermination est l'extermination directe, donc les massacres directs sur place, donc sans déportation,
sans déportation. Là où les Arméniens étaient tout de suite exterminés par différents moyens. Sur cette image, vous pouvez voir des soldats russes qui découvrent le carnage des Arméniens, le massacre des Arméniens autour de la région de Mouche. Donc, autour de cette région, tous les Arméniens étaient raflés, rassemblés dans leur village, dans leur maison, puis ils y étaient brûlés avec du kérosène. Et donc, c'était certainement le moyen d'extermination le moins douloureux, puisque la déportation était signe de beaucoup plus de souffrance et d'une mort plus lente et douloureuse. Donc, dans les villes où il y a peu d'Arméniens, notamment à côté de Constantinople, les Arméniens étaient directement pondus sur place publique, sur la place publique. Donc ici, vous pouvez voir des corps d'Arméniennes tuées autour de la région d'Ankara. Donc ça, c'est un moyen d'extermination directe où les corps étaient directement tués, mutilés et laissés comme ça en plein air. Donc là, vous avez une image de déportation, les femmes avec leurs enfants. Il s'agit là de ces fameux convois de déportation. Donc, il sera ordonné de déporter tous les Arméniens de l'Empire ottoman vers le désert syrien. Donc, ce sont les soldats turcs, les soldats ottomans qui vont encadrer ces convois de déportation. Donc, maintenant, parlons enfin de la déportation des populations civiles vers le désert syrien. Donc, comme vous pouvez le voir, la déportation se fait à partir de tous les points de l'Empire, mais vers une seule destination, le désert de Deir Zor en Syrie. Plus de 200 000 Arméniens vont mourir dans un camp de concentration et d'extermination. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a des Arméniens qui se sont rebellés en connaissant l'ampleur des massacres. Et donc ils ont essayé de tenir face aux soldats. Par exemple, l'exemple le plus marquant et le plus héroïque est sans doute celui du Moussadak en Alexandrette, où plus de 5000 Arméniens vont monter sur une montagne face à la mer Méditerranéenne en espérant s'échapper aux Turcs. Donc ils vont tenir pendant 40 jours le siège de Moussadak avant que la marine française vienne à leur secousse. Donc ces 5000 hommes, femmes et enfants ont été sauvés par la marine française et depuis se sont installés en France ou au Liban. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut voir ici les soldats turcs avec des carabines, avec des fusils qui encadrent les convois de déportation, donc qui sont déportés encore une fois vers le désert syrien. Mais ce qu'il y avait de particulier avec ces convois de déportation, c'est que les hommes étaient séparés des femmes. Le plus souvent, les hommes étaient tout de suite exterminés. Ils étaient tout de suite tués à coups de hache dans la tête ou de carabine, alors que les femmes, elles sont sans doute celles qui ont le plus souffert avec leurs enfants. Elles avaient à charge leurs enfants. Et aussi, une des autres raisons pour laquelle les Turcs séparaient les femmes des enfants, les femmes des hommes, c'est pour y avoir les pleins droits. Donc il n'y avait plus d'hommes pour défendre leurs femmes et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Par exemple, l'éventrement des femmes enceintes par les Turcs était systématique. Toutes les femmes enceintes arméniennes étaient éventrées par les soldats turcs. Il ne s'agissait pas là d'un cas ou deux. C'était de façon systémique et extrêmement violente. Et donc, les véritables martyrs de ces événements sont sans doute les femmes et les enfants. Donc, ici, vous avez une photo du camp de Deir Zor, une des rares photos où on peut voir donc, ces femmes. Comme vous pouvez voir, il n'y a que des femmes et des enfants. Hein. Les hommes, pour la plupart, sont déjà morts. Enfin, ils les ont déjà tués. Donc, il faut savoir que plus de 80% des déportés mouraient au cours du voyage. Il n'y avait que très peu de survivants qui arrivaient à la destination finale. Et les rares qui sont arrivés sont tous morts dans ce camp d'extermination par faim, épuisement, par la faim et l'épuisement. Parce qu'en en fait, ils étaient tout simplement largués en plein milieu du désert. Ils n'avaient ni accès à l'eau, à la nourriture, et les soldats leur interdisaient de sortir. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de mourir, et c'était une mort très douloureuse et agonisante. Donc, ici, vous avez une photo du désert de Deir Zor quelques années plus tard. Comme vous pouvez voir, il n'y reste que des os. Et même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'archéologues sont allés faire
des fouilles dans cette région et on y trouve encore beaucoup d'eau d'Arméniens qui sont restés là et que personne n'est venu chercher et personne n'a enterré ces morts-là. Donc maintenant nous allons voir le bilan humain de ce génocide. Donc avant 1914, plus d'1,8 million Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. 600 000 parmi eux ont été assassinés sur place, 600 000 parmi eux ont été déportés et sont morts par la suite de la déportation, et 200 000 ont pu se réfugier dans le Caucase, et il n'y a eu parmi eux il n'y avait là que 400 000 survivants. Et encore, les 100 000 qui ont été placés dans les maisons turques pu, n'ont pas eu accès à leur identité arménienne. Leur identité arménienne leur a été cachée. Ils ont été islamisés dès le plus jeune âge, pour la plupart qui étaient orphelins. Et donc même aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Turcs ne connaissent pas leurs origines arméniennes, parce qu'ils ont été islamisés de force. Donc voilà, mais il y a eu aussi des justes parmi ces gens-là, qui ont caché des Arméniens chez eux, qui se sont opposés à ces massacres, qui n'y ont pas participé. Même si la participation de la population civile a été conséquente, le génocide n'a pas été commis que par les soldats, elle a aussi été commis par la population civile, qui a massacré, qui a raflé, qui a dénoncé. Mais il y avait aussi des gens, des Turcs, des Kurdes, surtout les Alévis, qui se sont opposés fermement à ce génocide et qui se sont opposés au fait de livrer des Arméniens. Donc au total, le bilan du génocide est d'environ 1,5 million de morts. Parce qu'il faut ajouter aux morts de l'Empire ottoman ceux qui ont été exterminés aussi dans l'Empire russe par les tribus azéries, notamment dans le Haut-Karabakh. Donc aujourd'hui, même si le chiffre est difficile à estimer, encore une fois, la plupart des spécialistes parlent d'entre 1,2 et 1,5 million de morts. Donc maintenant, nous allons voir les conséquences du génocide des Arméniens. Donc tout d'abord, la disparition des Arméniens de Cilicie et de l'Arménie occidentale. Comme vous pouvez voir sur la carte à gauche, en 1900, l'ensemble du haut plateau arménien, donc autour du lac Van et de la Cilicie, donc la région près de la mer que vous pouvez voir ici, était peuplée d'Arméniens. Les Arméniens n'y étaient pas majoritaires, il n'y avait jamais de majorité écrasante d'Arméniens, et dans les villes où ils étaient majoritaires, ils étaient de l'ordre de 60-70%. On n'était jamais sur des villages ou des villes à 100% arméniennes ou 100% kurdes. Il y avait une diversité ethnique incroyable dans toute l'Anatolie et sur le haut plateau arménien. Et donc, comme vous pouvez le voir, la population arménienne en Turquie n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus aucun Arménien en Arménie occidentale ou en Cilicie. 3 quarts des Arméniens ont péri pendant le génocide et le quart restant a pu s'enfuir. Comme vous pouvez le voir également sur la carte à gauche, après le génocide, une communauté arménienne va se former au nord de la Syrie. En fait, ce sont les rescapés de Deir Zor, donc les rescapés de la déportation, qui vont s'installer autour de Alep et de Deir Zor, qui vont y fonder une communauté qui n'existe plus aujourd'hui à cause de l'État islamique qui a chassé tous les chrétiens de cette région, et les Arméniens en premier. Et pour la plupart, ils sont réfugiés en Arménie ou en Occident. Pour ce qui est des Grecs, puisque vous les avez aussi enviolés, ça n'a rien à voir avec un génocide, puisque il y a eu des mouvements de population après 1923 entre les Grecs et les Turcs. Donc les Grecs autour notamment de la région d'Izmir et de Constantinople sont rentrés en Grèce, et les Turcs de Grèce sont allés en Turquie. Mais par contre, les Grecs du Pont, donc dans la région au sud de la mer Noire, eux ont été exterminés comme les Arméniens. On parle de plus de 300 000 morts parmi les Grecs pontiques. Et encore une fois, il n'y a plus aucun Grec dans la région du Pont. En fait, on voit bien là, ici, un succès, en quelque sorte. C'est très cynique de le dire, mais c'est un succès du génocide des Arméniens,
puisqu'il n'y a plus aucun Arménien en Arménie occidentale et en Anatolie. Il n'y a plus aucun Arménien là où les Arméniens vivaient depuis la nuit des temps, depuis plus de 5000 ans, les Arméniens vivaient dans ces régions, avant même l'existence de la Turquie, de l'Empire ottoman et de quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que pour les Arméniens, c'est une question douloureuse et très importante parce qu'elle a jamais changé, elle a changé à jamais l'image de l'Arménie. Et donc voilà, sur la carte à droite, vous avez l'Arménie, la grande Arménie de Tigrane le Grand à son apogée, donc environ vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on peut voir, on appelle ça de l'Arménie de mer en mer, de la Caspienne jusqu'à Méditerranée. Donc c'est l'Arménie à son apogée. Et aujourd'hui, il ne reste de l'Arménie qu'un petit bout de territoire qui n'est rien en comparaison de la gloire d'antan et de la taille de l'Arménie réelle. Donc ici, vous pouvez voir quelques images de cette Arménie occidentale que les Arméniens ont perdue, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Donc ça, c'est un monastère sur une île du lac Van, du Vaspurakan, qui date du Xe siècle. Ça, c'est un château, c'est un château fort du Moyen Âge autour de la mer Méditerranée, en Cilicie. Ça, vous avez ici la citadelle d'Ani de l'an 1000, qui appartient aujourd'hui aux Turcs. Encore une église. Comme vous pouvez voir, l'état, la plupart des églises arméniennes aujourd'hui en Turquie, en Anatolie, sont dans un état lamentable. Elles sont utilisées comme des étables, comme des endroits où on peut placer le foin, le blé. Donc c'est un patrimoine en péril qui se dégrade petit à petit et que l'État turc n'en entretient absolument pas et qui est livré à lui-même. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ces images, la disparition du patrimoine arménien en Turquie est incroyable et le gouvernement turc n'est pas prêt de l'arrêter, au contraire il l'encourage. Le gouvernement turc de Mustafa Kemal a énormément encouragé les populations locales à se servir dans les pierres des églises pour construire leur propre église, leur propre maison en prenant les pierres des églises. Donc on peut voir ici ce patrimoine est en train de disparaître petit à petit. Donc maintenant nous allons voir la naissance de la première république arménienne et sa disparition. Donc c'est en 1918 que la première république d'Arménie est déclarée à Erevan. Donc en mai 1918, la victoire des Arméniens à Sardarapad réconforte la jeune république. Donc en 1918, attendez, il y aura une bataille très importante entre Turcs et Arméniens et que par miracle les Arméniens vont gagner alors qu'ils étaient en sous-effectif. Ils étaient beaucoup moins nombreux que les Turcs. Et donc c'est cette victoire de Sardarapad qui va permettre aux Arméniens de réconforter, de constituer une république. Par contre, en 1920, les Turcs et les bolcheviks anéantissent les rêves d'indépendance arménienne avec le traité d'Alexandropol. Donc le traité d'Alexandropol prévoit la dissolution de la République d'Arménie et le partage de ces terres entre Russes et Turcs, entre bolcheviks et Turcs si vous préférez. Donc par la suite, en novembre 1920, l'Arménie soviétique est proclamée. Donc vous avez à gauche le drapeau de l'Arménie, de la première République d'Arménie, qui est toujours le drapeau de l'Arménie, avec son blason. Et à droite, vous avez le drapeau de la RSS d'Arménie, de la République socialiste soviétique, avec son blason. Donc vous avez ici une carte de la République d'Arménie. Donc la République d'Arménie, la première République d'Arménie était beaucoup plus grande que celle d'aujourd'hui, tout simplement parce que notamment la région de Kars et d'Ararat, mais aussi le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan ont été gracieusement offerts aux Turcs par les soviétiques. Donc les bolcheviks vont donner l'Ararat et la région de Kars aux Turcs et ils vont incorporer la région du Nakhitchevan et du Karabakh dans la RSS d'Azerbaïdjan, alors que même le Haut-Karabakh par exemple était une région à majorité arménienne. Cette décision s'inscrit dans une volonté politique, celle de diviser les peuples pour mieux régner, mieux asseoir sa puissance. Et c'est ainsi
que la République d'Arménie sera énormément réduite. La RSS d'Arménie même sera la plus petite RSS de tout l'URSS. Voilà. Donc, donc, dans ce processus, il y a deux traités absolument fondamentaux. Le premier, c'est celui de Sèvres de 1920, qui est favorable aux Arméniens et aux Grecs, donc qui prévoit la création d'une République d'Arménie, donc d'un État arménien, d'un foyer arménien, l'étendre, et aussi le fait, et aussi accorde des territoires à la Grèce, notamment la Thrace et la région d'Izmir. Donc ce traité-là ne va pas plaire à un homme, Mustafa Kemal, qui va lever des hommes et une armée et qui va combattre les Arméniens et les Grecs et qui finira par les repousser. Donc la Turquie n'accepte pas ce traité de Sèvres. Puis en 1923, un autre traité est signé, celui de Lausanne, qui va fixer les limites actuelles de la Chine, de la Turquie, qui va fixer les frontières actuelles de la Turquie, et qui est donc extrêmement favorable aux Turcs, donc qui brise les rêves d'indépendance arménien l'étendement de la Grèce à la Thrace et à la région d'Izmir. Donc parmi celui qui est responsable de ce traité-là, c'est sans doute Mustafa Kemal, qui est vénéré aujourd'hui en Turquie, qui est le fondateur de la République turque, mais qui est également un des plus grands négationnistes du génocide arménien, puisque avant l'arrivée de Mustafa Kemal au pouvoir, donc vers 1920, il y a eu une condamnation déjà des responsables du génocide arménien à Constantinople lors d'un tribunal martial. Mais cette condamnation n'a pas été effectuée. Ils étaient tous condamnés à mort, mais ils sont enfuis. Et donc, il y a eu les autorités turques ont tenté d'explorer la question du génocide et donc de condamner les responsables, mais c'est Mustafa Kemal qui met fin à ce processus qui est en fait à l'origine de la rhétorique turque actuelle, qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu de génocide, il y a eu peut-être des massacres locaux ou une folie collective. C'est ce qu'ils disent, enfin, que c'était des Arméniens et les Turcs qui s'entretuaient entre eux. Donc, mais la principale conséquence du génocide arménien est sans doute la formation d'une grande diaspora. Les survivants du génocide vont se répandre sur toute la planète, dans tous les pays du monde, dans le but de s'y installer et d'y fonder leur communauté. Donc en Europe, le pays qui compte le plus d'Arméniens, c'est sans doute la France, qui compte plus de 600 000 Arméniens. Donc c'est là que beaucoup d'Arméniens vont s'installer à la suite du génocide, mais également aux États-Unis, en Argentine, encore au Portugal. Énormément d'Arméniens vont également s'installer au Liban, en Syrie, en Russie, mais bon, la diaspora arménienne russe est surtout formée après la chute de l'URSS. En fait, il faut savoir que ces personnes, les rescapés du génocide, quand elles migraient vers leur destination d'origine, étaient pour la plupart apatrides, c'est-à-dire qu'ils avaient des documents d'apatrides, puisqu'ils n'étaient ni citoyens de la République d'Arménie, qui n'existait plus, qui existait d'antan mais qui n'existait plus, ils n'étaient pas non plus citoyens turcs, parce qu'eux ils ne voulaient pas et les Turcs non plus. Donc en quelque sorte, ils étaient tous apatrides et ils avaient un besoin de se trouver une nouvelle patrie, une nouvelle terre, et donc ils vont se répandre dans le monde entier. Donc, vous pouvez voir ici le Catholicosat arménien du Liban, de Beyrouth. En fait, il faut savoir que ce qui coordonne réellement les Arméniens entre eux et qui constitue le pilier de toute l'identité arménienne, c'est l'Église apostolique arménienne. Donc c'est l'Église arménienne qui marque le rattachement aux origines, à la religion, au pays, et qui va permettre de cimenter cette identité nationale et de permettre aussi aux Arméniens de vivre en communauté et de revendiquer leur nationalité, leur appartenance nationale. Donc les Arméniens étaient sans pays, sans foyer national, mais avec une église forte et indépendante. Ici, vous avez encore une église de Beyrouth.
vous avez ici une église arménienne à Los Angeles, donc aux États-Unis. Ici, vous avez à gauche la cathédrale du Prado à Marseille. Et à droite, vous avez la cathédrale arménienne de Paris, en France donc. Vous avez ici la cathédrale arménienne de Moscou. Ici, une autre église arménienne en Argentine. Et puis ici, vous avez le patriarcat arménien de Jérusalem. Donc, pour clore cet exposé, nous allons parler de la reconnaissance du génocide arménien, du processus de reconnaissance, qui va débuter en 1921 avec le procès de Soromon Talerian. Donc Soromon Talerian, c'est un jeune arménien rescapé du génocide dont toute la famille a été tuée pendant le génocide. Donc c'est un des membres forts de l'opération NEM6. Qu'est-ce que l'opération NEM6? C'est une opération qui a été initiée par des Arméniens, par des rescapés du génocide arménien, qui consistait à tuer tous les responsables du génocide qui s'étaient enfuis à l'étranger. Et donc Soromon Talerian, en 1921, va assassiner à Berlin Talat Pacha, le principal responsable du génocide arménien. Donc son procès va faire un tollé dans tout le monde entier. Donc ce sera un des premiers procès en réalité du génocide arménien. Soromon Talerian va être acquitté, donc il va être reconnu innocent, puisqu'il va prouver la complicité criminelle de Talat Pacha, et il va devenir une icône pour les Arméniens du monde entier, et il va entamer ce processus de reconnaissance du génocide arménien. Donc il faut savoir que l'Allemagne, étant alliée à l'Empire ottoman, a fermé les yeux sur le génocide arménien alors même qu'elle était au courant de son existence. Et donc le fait que ce procès ait lieu à Berlin était aussi extrêmement symbolique, puisque l'Allemagne reconnaissait les torts de son allié. Mais la revendication de la reconnaissance va surtout exploser, elle va commencer après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, quand tous les pays du monde vont reconnaître la Shoah et que les Juifs vont obtenir leur foyer national en Israël, eh bien les Arméniens vont vouloir de même. Donc ils vont se dire, nous on a souffert tout autant que les Juifs, c'est-à-dire que nous aussi on a vécu un génocide, et donc nous aussi on veut une reconnaissance internationale et la création d'un foyer national arménien. Ce qui ne va pas être fait dans l'immédiat. L'Arménie comme pays indépendant n'existera qu'après 1991, après la chute de l'URSS, et il n'y a pas eu de reconnaissance internationale du génocide arménien, comme nous allons le voir maintenant. Donc en 1965, c'est l'Uruguay qui devient le premier pays du monde à reconnaître le génocide arménien. En 1987, le Parlement européen reconnaît le génocide. En 2001, c'est la France qui le reconnaît. En 2006, la France pénalise le négationnisme du génocide arménien. Ce qui veut dire que le fait de dire que le génocide arménien n'a pas existé est un délit en France, pour lequel vous pouvez être condamné pour négationnisme de crimes contre l'humanité. Donc en 2015, l'Église arménienne apostolique et l'Église catholique canonisent les 1,5 million de victimes du génocide. Donc toutes les victimes du génocide vont être considérées comme saintes, elles vont être canonisées. Il s'agit là de la plus grande canonisation de l'histoire de toute la chrétienté. Jamais autant de personnes ont été canonisées au même moment. Donc, en ce qui concerne le processus de reconnaissance en Arménie même, en 1965, des affrontements, des manifestations vont éclater à Erevan, en Arménie, appelant à la reconnaissance officielle du génocide arménien par l'URSS, parce que Moscou interdisait aux Arméniens de parler de génocide, pour un tas de raisons. Donc les Arméniens, en 1965, à l'occasion du 50e anniversaire de l'événement, vont exiger la création d'un mémorial et la reconnaissance du génocide, ne serait-ce que par la RSS d'Arménie.
Donc, c'est en 1965 que la construction du mémorial de Tizernakabert va débuter. Donc, c'est le plus grand mémorial du génocide arménien. C'est un endroit fort en émotion qui est toujours présent et qui rassemble tous les Arméniens du monde entier. Et c'est donc là-bas que tous les 24 avril, les Arméniens de toute la ville d'Erevan vont déposer une gerbe. Donc on peut voir ici Emmanuel Macron en 2018 qui dépose une fleur au pied de ce mémorial. Donc voilà une image du 24 avril, encore une fois. Donc voilà. Donc comme disait Anatole France, l'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt jamais. Le génocide arménien a donc profondément marqué l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Elle a traumatisé énormément de générations d'Arméniens qui ne se sont pas réellement remises de cet événement tragique, qui marque la fin de l'Arménie occidentale. Donc aujourd'hui, la Turquie nie toujours le génocide arménien et s'inscrit dans une longue tradition négationniste turque. Et nous ne l'oublions pas, si le génocide arménien n'avait pas eu lieu, la Shoah ne se serait jamais produite. Donc quand on ne reconnaît pas un crime contre l'humanité, eh bien ce crime peut potentiellement recommencer, comme ça a été le cas entre 1939. D'ailleurs, Hitler, en concevant la solution finale, disait à ses officiers: les Turcs ont bien exterminé les Arméniens, personne ne s'en est ému, pourquoi ne pourrait-on pas en faire de même avec les Juifs? Donc la question de la reconnaissance du génocide arménien est primordiale, elle est extrêmement importante parce qu'elle ne concerne pas que les Arméniens, mais l'humanité tout entière. Et il est donc important de reconnaître, il est donc important d'insister pour que les autres pays qui ne l'ont pas encore fait reconnaissent le génocide arménien comme crime contre l'humanité. Merci pour m'avoir écouté.